De dédicace. On les remercie d'être présents à chaque fois avec nous. Également, avant de vous laisser la parole et de présenter Madame Berman qui nous rejoint aujourd'hui, merci à vous beaucoup Madame Berman pour ce voyage fait pour la première fois jusqu'à Chambéry. Voilà, le livre est là, tout prêt. Voilà, on va le montrer et évidemment vous passez la parole très très vite. Juste avant de donner la parole à Dominique, je voulais simplement vous préciser que ce rendez-vous à penser est également retransmis en streaming sur notre chaîne YouTube. Donc le rendez-vous est filmé et vous pourrez le voir, le revoir, le partager aussi avec vos proches là dès maintenant et puis un peu plus tard en ligne également. Voilà. Merci beaucoup et je passe la parole à Dominique. Merci. Merci Emmanuel. Et merci pour l'accueil traditionnel et chaleureux à la base et à Malraux. Merci à vous tous d'être fidèles à nos rencontres de Livres en Marche. Notre signature, c'est s'aimer la matière à penser. Et on essaye de pousser dans ce monde plus que complexe la réflexion, des idées et vous faire partager des témoignages de personnes qui sont, je dois le dire, exceptionnelles. Nous avons la chance ce soir de recevoir Madame Berman, qui a une vie improbable, impensable, riche, et qui a consacré sa vie au service de son pays, et qui continue aujourd'hui à essaimer la matière à penser et à nous faire partager cette expérience extraordinaire. Elle a résumé ça en 350 pages, mais ce n'est qu'un résumé parce que c'est extrêmement impressionnant, et ça continue à être impressionnant puisque Madame Berman est toujours engagée. Elle a un certain nombre de fonctions, je pense que Dorothée nous en parlera. Entre autres, elle est membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur, mais elle a un certain nombre de présidences que je n'ai pas comptées. Et donc, je la remercie vraiment d'être parmi nous ce soir. On a de la chance, quoi. Moi, j'apprécie vraiment que des personnes nous donnent leur temps. Nous donnent, bon, elle vient de Paris, elle a pris le train, elle va passer sa soirée chez nous, elle repart demain, elle est sollicitée de toutes parts, elle est sur LCI, un peu moins sur BFM, mais ce soir, elle est chambérienne, elle est avec nous et pour nous. Donc, merci Madame Berman, c'est vraiment très, très important et très appréciable que vous soyez des nôtres.
Je vois qu'il y a des gens debout. Alors, je m'occupe d'intendance, ce n'est pas mon boulot, mais je peux peut-être dire que quand on va en haut et qu'on est debout, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on a une vue panoramique sur la conférence, sur certains, si certaines personnes veulent monter. Voilà. Merci, et je pense que vous aurez une soirée assez exceptionnelle qui restera dans nos mémoires. Le livre, hein, donc vous aurez la possibilité de l'acheter tout à l'heure, et Madame Berman sera là pour le dédicacer. Alors, on peut déjà parler de la suite. La suite, ce sera, voilà, oui, c'est nous. Le 23 janvier, nous recevrons Nabil Vakim, qui est journaliste du Monde et qui a un podcast qui s'appelle Chaleurs humaines et qui va nous faire une restitution de 18 interviews qu'il a fait sur les enjeux climatiques. Alors, si tu veux, la suite du programme, après, nous aurons le 15 février au Crédit Agricole des Savoies, à la mode Servolex, nous recevrons Audrey Boelly sur les limites planétaires. Et je peux déjà annoncer le mois de mars. Le 20 mars, nous recevrons Jean-François Delfrécy, qui est président du comité d'éthique, qui a été président du comité scientifique au moment du Covid, et qui a sorti un ouvrage, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Un médecin au front, ouvrage écrit par Denis Lafay. Et Denis Lafay sera le modérateur de Jean-François Delfrécy. Et ce soir, c'est Dorothée Retornaz, qui a aimablement accepté d'assurer cette mission délicate, hein, d'animer notre soirée. Merci Dorothée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Madame Berman, bonsoir. Bonsoir. Quelle joie, quel immense privilège d'accueillir ce soir une invitée de marque. Sylvie Berman, écrivaine, diplomate, commandeur de la Légion d'honneur, a mis un point d'honneur à être appelée Madame l'ambassadeur. Première femme ambassadeur de France dans 3 pays membres du Conseil de sécurité. La Chine en 2011, le Royaume-Uni en 2014, la Russie en 2017. Votre parcours de vie, madame, est unique. Vous débutez votre carrière diplomatique en 1979 comme vice-consul au consulat français à Hong Kong, puis par la suite, 2e secrétaire à l'ambassade française en Chine, 2e conseiller à l'ambassade française de Moscou, sous-directeur d'Asie du Sud-Est à la direction d'Asie au Quai d'Orsay, 2e conseiller à la mission permanente de l'ONU, chef de service de la politique étrangère et de sécurité commune. Vous avez dirigé la direction du ministère français des Affaires étrangères pour les Nations Unies et les organisations internationales. C'est dans un décor d'ombre chinoise, jonglant telle une équilibriste dans l'ombre, comme dans la salle étriquée et inconnue du grand public du Conseil de sécurité à New York, et la lumière sous les feux de maintes projecteurs braqués sur vous, que vous notez, conseillez, informez, négociez. Un ambassadeur, vous écrivez, reste la voix et le visage de son pays au quotidien, auprès des autorités, des pays d'accréditation, dans les médias et les universités. Votre ouvrage, truffé de références littéraires, dressant de touchants et d'éclairants portraits, relate vos 40 ans d'expérience au cœur d'enjeux et de conflits diplomatiques à travers le monde. Mais votre livre est également un hymne au voyage. Dans les pas d'un certain Joseph Kessel, aux odeurs les plus subtiles et énigmatiques d'une Chine lointaine, bercée de vers par-ci, aux cris rauques et déchirants de Vladimir Vysotsky. Madame, n'est-il pas le vrai voyage, après avoir cherché de nombreux paysages, selon Marcel Proust, de porter un nouveau regard? Vous êtes le témoin privilégié de l'histoire, et selon le Yingjing, le classique des mutations à la source de la pensée philosophique chinoise, la seule chose permanente dans le monde est le changement. Sylvie Berman, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, comment j'ai vu changer le monde, aux éditions Taillandier. Mais au fait, Madame l'ambassadeur, pourquoi? Pour quelle raison?
Madame l'ambassadeur, d'abord, merci de m'accueillir ici à Chambéry. J'aurais dû commencer par ça. Et dans ce lieu unique. Et en fait, je suis très heureuse d'être chambérienne savoyarde pendant une soirée, même si c'est un peu court, mais j'ai d'autres obligations demain à Paris. Alors pourquoi Madame l'ambassadeur? Parce qu'en réalité, j'ai été nommée ambassadeur pour la première fois en 2002. C'était au Comité politique et de sécurité de l'Union européenne pour mettre sur pied la défense européenne et développer la politique étrangère de l'Union européenne. Donc c'était à Bruxelles. À l'époque, les ambassadrices, c'était les femmes d'ambassadeurs. Et donc, il y avait systématiquement des confusions. Et j'ai même eu une collègue qui, elle, était ambassadrice ou ambassadeur en Corée, et à qui on a demandé pourquoi ce n'était pas son mari qui remettait la Légion d'honneur. Enfin, il y avait souvent des aberrations de ce genre. Si on vous présentait comme ambassadrice, on demandait « Et où est l'ambassadeur ?» un petit peu vexé. Et j'ai souhaité garder ce titre, et je regrette qu'on n'ait pas gardé la neutralité, parce que quand on dit « Madame l'ambassadeur », on voit bien que c'est une femme. Et j'avais le soutien d'Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, que évidemment j'ai rencontré très souvent à Moscou. Donc voilà pourquoi j'ai gardé ce titre. Je suis probablement la dernière, et donc les prochaines, si elles écrivent, pourront intituler leur ouvrage Madame l'ambassadrice. Pékin, mer de sable, lac Baïkal, Perm, Moscou. Un trajet dans un train mythique, le grand voyage par excellence du transsibérien que vous avez effectué dans les années 80. Quel a été le fil rouge de votre vocation ? Alors, d'abord, ma vocation, ça a commencé... Alors, je pense, j'étais fascinée par l'ailleurs, par l'étranger. C'est pour ça que j'ai fait des études de chinois. J'avais une grand-mère d'origine russe, née à Kiev en 1902. Et bon, j'imaginais les grandes plaines de Russie. J'ai lu Le Général Dourakine, qui était, je pense, un livre que tous les enfants lisaient à ce moment-là et que ma grand-mère m'avait offert. Et donc, c'était le rêve de l'ailleurs, du grand voyage. Mais moi, le fil rouge, ça a été plutôt la Chine. J'ai donc été étudiante en Chine à un moment où personne n'y allait. Et c'était la fin de la révolution culturelle que j'ai vécue physiquement. Vous étiez sur la place. J'étais sur la place Tiananmen le 6 octobre 1976, qui a été l'arrestation de la bande des quatre et donc de la veuve de Mao. Et c'était un soulagement incroyable puisque ça avait été une politique véritablement totalitaire. Et donc j'ai passé cette année en Chine et ce qui était un monde totalement différent. D'ailleurs, Sciences Po ne voulait pas que j'aille en Chine en disant que c'était un pays sans avenir. J'ai eu raison de ne pas les écouter, ce qui m'a permis d'avoir la Chine comme fil rouge dans ma carrière. Et après la Chine, on ne vous envoie pas dans un petit pays. Mais le transsibérien, oui, j'avais souhaité rentrer quand j'étais étudiante en transsibérien, d'abord pour avoir cette continuité géographique et de sentir le monde d'une certaine manière, ce qui n'est pas le cas quand vous faites le voyage en avion. Quand vous travaillez ensuite, vous n'avez plus beaucoup le temps de passer une semaine dans un train qui est un train mythique en plus, mais qui à l'époque était un train assez inconfortable, surtout que j'étais étudiante, donc vous aviez les classes, alors vous n'aviez pas de première ou de deuxième classe, vous aviez les classes molles, les classes dures, et j'étais en classe dure avec des étudiants nord-vietnamiens qui tenaient des propos assez durs, en fait. On sait ce qu'était la période. Le Vietnam, c'était aussi la période du conflit sino-soviétique. Et donc, il y avait une méfiance terrible entre les Russes et les Chinois. Mais je savais à ce moment-là que de toute façon, j'avais envie d'être diplomate et de poursuivre ces voyages et la connaissance du monde et la connaissance de l'autre, parce que pour un diplomate, l'empathie est importante, le fait de savoir se mettre à la place des autres. Et pour pouvoir faire cela, il faut effectivement en comprendre la langue et la pensée. Vous connaissez très bien la Chine. Vous avez été à un moment donné étudiante, vous êtes allée avec d'autres étudiants dans un endroit pour travailler. Alors, l'époque, c'était la fin de l'époque maoïste, mais il n'y a pas eu de démaoïsation officielle comme il y a eu en Union soviétique une déstalinisation. Donc, les politiques ont été abandonnées les unes après les autres.
Et quand on était étudiant à ce moment-là, on était étudiant avec les fils d'ouvriers, de paysans et de soldats, Gongdongbing en chinois, parce que les fils de Cannes n'avaient pas le droit de faire des études. Et on devait faire le travail manuel pour se rééduquer auprès des paysans, auprès des ouvriers. Donc j'ai passé une semaine en commune populaire. Les communes populaires n'existaient plus. N'existe plus aujourd'hui, à repiquer du riz. Et puis, j'ai travaillé également en usine pour faire de la petite soudure à l'étain sur des transistors. Et c'était une approche de la vie des Chinois à l'époque qui était très arriérée d'une certaine manière. Les usines de textile, c'était comme au 19e siècle en Angleterre. Et donc, avoir connu sur 40 ans ce chemin accéléré de la Chine. Vous avez fait beaucoup de vélo ? C'était fascinant. Il n'y avait pas d'autre moyen de circuler à l'époque. Et le campus était à 1 heure du centre de Pékin. Donc oui, c'était en vélo, dans un froid glacial l'hiver. Mais il n'y avait que des vélos à l'époque. Pouvez-vous nous décrire le goût de vos exils ? Peut-on imaginer la diplomatie rimée avec art et littérature ? Mais pour moi, justement, ce goût du voyage, de l'ailleurs, c'était aussi fondé sur un imaginaire. Et l'imaginaire, c'est la littérature. Donc c'est la littérature russe, qui est une des plus grandes littératures au monde. C'est Tchekhov, bien sûr. C'est la littérature chinoise aussi. C'est l'écriture chinoise. Mais même quand j'étais en poste à Londres, c'était Dickens et Agatha Christie, parce que j'adore les romans policiers et je trouve que les romans policiers sont très intéressants sur le plan sociologique. Il y a des romans policiers de l'époque Yeltsin par Marinina, et c'est passionnant parce que c'est la sociologie. Mais j'ai lu évidemment tous les grands auteurs, et voilà, donc c'était des villes rêvées comme New York. C'est une ville littéraire avec Edith Wharton également. Et donc, je veux dire, en arpentant les villes, en arpentant les pays, même si c'est une autre époque, c'était quand même cet imaginaire-là qui jouait au départ. Et quelle était la Bible de l'étudiant en Chine, que tous les étudiants chinois lisaient ? Alors, c'était les étudiants et c'était les membres du parti. C'était en fait Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. C'était recommandé par le responsable à l'époque des finances, qui est devenu ensuite le responsable de la lutte contre la corruption, parce que ce livre disait que la période la plus dangereuse, c'est quand un pays absolu ou absolutiste commence les réformes. Et ce qui n'est pas faux, effectivement, mais ce qui ne plaide pas, évidemment, pour la démocratie. Ça aurait pu être le Tocqueville, l'autre Tocqueville de la démocratie en Amérique, mais non, c'était l'Ancien Régime et la Révolution. Vous écrivez concernant la signature en 1991 des accords de Paris sur le Cambodge que ce fut une des rares négociations diplomatiques dont la France détenait les clés. Comment cela s'est passé et pourquoi ? Parce que je crois que vous y étiez vraiment impliqué. Oui, tout à fait. J'étais l'adjointe donc du directeur d'Asie qui a eu cette idée-là. À l'époque, le Cambodge était occupé par des forces vietnamiennes qui avaient mis au pouvoir Hun Sen, qui d'ailleurs y est toujours. Et en revanche, c'est les Khmers rouges qui détenaient le siège du Cambodge aux Nations Unies. Et le Cambodge était totalement à l'écart du monde. Donc l'idée était de faire des négociations de paix pour établir d'abord un dialogue, ensuite mettre au pouvoir une coalition, et puis ensuite c'était au Cambodge de jouer. Donc on a commencé en 1989, mais on a échoué en 1989. Et en fait, on a échoué parce que c'était encore avant la fin de la guerre froide. Et il se trouve que les Américains soutenaient Son Sann, que les Chinois soutenaient les Khmers rouges, que les Soviétiques soutenaient
Hun Sen, donc chacun soutenait une faction. Et l'idée du directeur d'Asie française, c'était de monter un dialogue, un accord autour du prince Sihanouk, qui était respecté par la population, y compris par les Khmers rouges. J'ai vu des Khmers rouges se prosterner devant lui. Alors, il y avait une forme d'hypocrisie parce qu'ils avaient tué des membres de sa famille, mais la situation paraissait favorable. Donc, en 89, on a ajourné la conférence, mais on l'a poursuivie avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Et en 91, on a pu aboutir à cet accord de paix. Et en réalité, c'est parce que les Chinois étaient prêts à un accord, les Soviétiques aussi, puisque c'était vers la fin de l'Union soviétique. Et donc, la situation était favorable. Et comme tout tournait autour de Sihanouk, c'est la France qui avait les cartes. On a organisé la conférence à Paris et on a rédigé les accords de paix, mis en place une force intérimaire des Nations Unies qui a permis d'organiser des élections. Et les Cambodgiens se sont levés à 4 heures du matin pour attendre l'ouverture des bureaux de vote. Et donc, ça a été un grand succès. Bon, après, le naturel est revenu au galop. Il y avait quand même beaucoup de corruption au Cambodge. Hun Sen avait une intelligence politique sans doute plus redoutable que celle du fils de Sihanouk, qui n'avait pas son aura. Mais ça a été une belle négociation diplomatique et effectivement, c'est la France qui l'a menée. Il y a eu des interrogations autour de la négociation avec les Khmers rouges. Mais en réalité, on n'aurait jamais eu d'accord si on n'avait pas négocié avec les Khmers rouges parce que les Chinois n'auraient jamais accepté. Et le but était de les marginaliser. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'une fois que les Nations Unies se sont déployées sur le terrain, à l'époque où on croyait encore au rôle pacificateur des Nations Unies, eh bien finalement, les Khmers rouges ont plus ou moins disparu de l'équation. Et en fait, la fin de cette négociation, donc y compris avec ces factions khmères, a été plus facile, on en parlera peut-être tout à l'heure, que les accords de Minsk sur l'Ukraine. Puisque j'ai présidé le groupe de travail politique de l'OSCE sur la réintégration du Donbass. Et à un moment, j'avais constaté que ça avait été plus facile avec les Khmers rouges qu'avec les membres de ce groupe de travail tripartite avec les séparatistes. Justement, quel était l'objectif ? Voilà, quel était l'objectif de ce... Alors, l'objectif des accords de Minsk, c'était dans la mesure où il y avait une prise du pouvoir par les séparatistes aidés par les Russes, c'était de trouver une solution pour le Donbass qui permettrait la réintégration dans l'Ukraine, mais avec un statut spécial, c'est-à-dire avec davantage d'autonomie. Les Ukrainiens avaient accepté de signer parce qu'en 2014, puis en 2015, puisque les combats avaient repris, ça avait été une défaite majeure de l'Ukraine. Donc ils auraient tout perdu et ils ont été obligés d'accepter un accord qui avait été favorisé par la France et par l'Allemagne à ce moment-là, qui les ont parrainés. Ensuite, les accords, pendant 8 ans, il y a eu des discussions à ce niveau-là. Et en réalité, les Ukrainiens n'avaient aucune envie de mettre en œuvre les accords de Minsk, qui pour eux étaient des accords de capitulation. Et donc, il n'y avait aucune chance. Et je pense, probablement, mais je me posais déjà la question à ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas dû remettre les choses à plat, voir ce qui était acceptable pour l'Ukraine, sans changer fondamentalement les accords, parce que la Russie n'aurait pas voulu, évidemment, ils avaient été gagnants à ce moment-là, mais peut-être être davantage dans le pilotage, mais il y a eu le Covid entre-temps. La dernière réunion alors de ce qu'on a appelé le format Normandie, c'est-à-dire des parrains, et puis de l'Ukraine et de la Russie, à Paris en décembre 2019, devait être suivi d'autres réunions. Ça n'a pas été possible à cause du Covid, et les choses ont dérivé à ce moment-là, puisque Poutine n'avait plus aucun contact avec personne. Mais je souhaitais d'ailleurs qu'on fasse un retour d'expérience à l'OSCE après le début de la guerre, mais finalement... ça n'a pas été fait. J'espère que ça sera fait un jour. Pour des raisons, je sais que la Pologne, qui à ce moment-là présidait l'OSCE,
avait peur que discuter de cela donnait le signal qu'on était prêt à un accord politique et à une forme de capitulation ou de compromis de l'Ukraine. Ce n'était pas l'objectif et ça pouvait être fait à huis clos. J'espère que ça sera fait un jour, mais les acteurs, depuis le début et la signature de ces accords, auront peut-être disparu ou feront autre chose. Alors justement, une fracture mondiale se déroule sous nos yeux pendant la guerre froide. Donc il y avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest qui s'affrontaient. Une nouvelle carte géopolitique des puissances aujourd'hui se dessine. De la Belt and Road Initiative, le groupe de Shanghai de l'OTSC, au document rendu public en février 23 de la Chine, Initiative pour la sécurité mondiale, GSI. Comment se positionne l'ONU et surtout, est-ce que l'OTAN peut-elle encore nous défendre ? Ce qui est clair, c'est que le monde a changé et l'Ukraine a été un révélateur. Je pense qu'on n'était pas encore conscient du poids qu'avaient pris les puissances qu'on appelle les puissances du Sud global. On était conscient de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. On a beaucoup parlé du piège de Thucydide. C'était le livre d'un politologue américain, Graham Allison, et disant que dans l'histoire, une puissance montante, une puissance confirmée a peur d'une puissance montante et pour se défendre, finalement, parfois arrive à provoquer la guerre. C'était la guerre du Péloponnèse, tout en disant dans son livre qu'on pouvait éviter cette guerre. Mais il y a un petit peu de ça, parce que Kurt Campbell, qui est le conseiller sur l'Indo-Pacifique du président américain, avait dit l'Angleterre avait pris le relais de la France, donc comme leader mondial. Ensuite, les États-Unis l'ont repris à l'Angleterre, et il est hors de question que ce soit le tour de la Chine aujourd'hui. Donc la Chine est définie comme l'ennemi public numéro 1 à cause de cette rivalité stratégique avec les États-Unis. De son côté, la Chine, surtout si on compare à la période que j'ai connue, est devenue une très grande puissance, puisque même en termes de parité de pouvoir d'achat, elle est la première puissance mondiale. Et évidemment, quand vous devenez une puissance, vous avez de plus en plus d'intérêts dans le monde que vous devez défendre, et donc vous augmentez également le poids de votre armée, et en ce qui concerne la Chine, surtout sur le plan maritime, parce que les Chinois avaient le sentiment que dès qu'ils sortaient de leur côte, ils se heurtaient aux bases américaines ou aux sous-marins américains. Et donc la Chine, aujourd'hui, a une augmentation de sa marine qui correspond à la marine française tous les 4 ans. Donc c'est évidemment un grand bond en avant pour se référer à une période qui a été utilisée à ce moment-là. Et en tout cas, elle a une attitude assertive, voire agressive dans la région, avec ses différents voisins, a également tendance à poldériser les îles qui sont autour pour organiser la défense. Alors, les routes de la soie, en réalité, moi j'étais ambassadeur à Moscou au moment où ça a été lancé. L'idée de départ, c'était pas du tout l'hégémonie chinoise. L'idée de départ, c'était en fait de trouver de nouveaux marchés pour les surplus de l'industrie chinoise. Et puis, ça a pris beaucoup d'ampleur, ça est devenu beaucoup plus stratégique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 130 pays qui participent, y compris en Europe, et qui se sont rendus au sommet des routes de la soie. Mais l'évolution depuis la guerre en Ukraine, c'est un peu la rébellion du Sud global et qui est finalement récupérée par la Chine, y compris par la Russie, qui est très populaire dans ces régions du monde. Et c'est la contestation du monde occidental. Donc certains contestent le terme de Sud global en disant qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les différents pays. C'est vrai, mais ils se retrouvent dans cette contestation de l'ordre qui était un ordre américain. Et on revient à ce qu'on a appelé, ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire. C'était donc la victoire de la démocratie et du libéralisme. C'était la victoire des États-Unis et qui a été l'hyperpuissance. Et il y a eu ce moment qu'on a appelé unipolaire.
qui faisait suite donc au monde bipolaire de la guerre froide. Et puis, les États-Unis ont commis un certain nombre d'erreurs, dont la guerre en Irak, et puis ce retrait calamiteux aussi d'Afghanistan, qui a donc fait considérer à Poutine qu'il pouvait y aller et que les Américains n'interviendraient plus. Mais aujourd'hui, donc, on a un monde multipolaire, mais en même temps sans véritable direction. C'est-à-dire que les différentes puissances du Sud, d'ailleurs, parlent de multi-alignement. Avant, c'était les non-alignés, pas alignés sur les États-Unis, pas sur l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est des politiques transactionnelles en fonction de leurs intérêts. Et le pays le plus emblématique pour cela, c'est l'Arabie saoudite. Parce que le prince héritier, MBS, avait été qualifié de paria par Joe Biden en disant qu'il ne le verrait jamais. Un an après l'assassinat de Khashoggi, il se rend sur place pour demander l'augmentation de la production de pétrole, ce qui lui a été refusé. Et en fait, MBS, qui continue à cultiver ses relations avec les États-Unis, a aussi établi des relations avec Vladimir Poutine dans le cadre de l'OPEP+. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine y était hier et se rend également dans les Émirats arabes unis. Et comme l'Inde ne veut pas choisir non plus, la plupart des pays aujourd'hui nous disent on en a assez des leçons des Occidentaux qui ne respectent pas leurs propres règles, parce qu'on parle d'un monde régi par les règles. Mais quand les Américains sont intervenus en Irak en 2003, c'était en boycottant le Conseil de sécurité, avec des campagnes de bombardement intenses et qui ont tué des populations civiles aussi. Et il y a eu également des crimes de guerre qui ont été commis en Irak, alors qu'en plus, il n'y avait aucune raison d'attaquer ce pays. L'Irak n'était pas responsable de l'attentat contre les tours jumelles. Et donc, les Russes, il y a eu l'affaire du Kosovo, il y a eu beaucoup de choses, disent vous ne respectez pas vos propres règles et donc vous créez des précédents. Et évidemment, ils ont beau jeu aujourd'hui de dire, après l'intervention en Géorgie, déjà en 2008, aujourd'hui en Ukraine, que voilà, c'est aussi légitime que ce qu'ont fait les pays occidentaux. Et les pays occidentaux ont mis très longtemps à prendre conscience de cette situation, en se disant que non, pas du tout, il n'y avait pas de problème, que très peu de pays soutenaient la Russie, parce qu'ils ont mal compté. Ils ont coté les votes qui soutenaient la Russie, c'est-à-dire il y en avait 5 avec le Mali, la Syrie, la Corée du Nord, donc les obligés. Mais en réalité, une grande partie du monde, du Sud justement, s'est abstenu, ce qui est un signal, et on n'a pas compté ceux qui ne sont pas présentés au vote. Et donc, on a là un grand nombre de pays qui, sans soutenir explicitement la Russie, dénoncent quand même les positions des Occidentaux. Ça s'est confirmé avec Gaza, hein, puisqu'on retrouve cette même division du monde. Et puis on a vu ce qui s'est passé en Afrique, que la France, les armées françaises ont dû quitter, et c'était les mêmes raisons également, c'est-à-dire d'hostilité à l'ancienne puissance coloniale. Alors que ce soit justifié ou pas, c'est une autre chose, mais en tout cas, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus compliqué que pendant la guerre froide. Justement, à propos de la démocratie, est-elle aujourd'hui en état d'oblomovisme ? Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'oblomovisme. Je vous laisse l'expliquer. Voilà, c'est un auteur russe, Goncharov, qui a écrit un roman que tous les Russes connaissent, qui s'appelle Oblomov, ou la vie d'Oblomov. Oblomov, c'est un Russe très velléitaire, qui passe sa journée allongé sur son poêle, vous savez, ces poêles chauffants en Russie, et qui ne veut jamais rien faire, qui rêve à ce que pourrait être sa vie. Mais on retrouve ça dans Tchekhov et les Trois Sœurs, hein. C'est un intendant allemand qui gère ses terres, sauf que comme il ne fait rien lui-même, et il finit par être ruiné. Et même une histoire d'amour, c'est trop compliqué pour lui, il n'a pas envie de se lever. Donc l'oblomovisme,
c'est un peu cette fatalité, cette velléité surtout. Je crois que c'est de la velléité. Donc moi, j'ai connu les Nations Unies au moment où on parlait du grand rêve bleu. C'était après, c'était la couleur des casques bleus, bien sûr. C'était juste après la guerre du Golfe. Le Conseil de sécurité a commencé à la première guerre du Golfe et la fin de la guerre froide, à se réunir tous les jours sur tous les sujets. Il y a eu cette première opération au Cambodge qui a été un peu exemplaire, parce que c'était une opération qui traitait à la fois des aspects militaires, des aspects civils, des aspects droits de l'homme et des aspects électoraux, que beaucoup d'autres pays ont demandé par la suite. Il y a eu beaucoup d'interventions en Afrique à la demande de Boutros Ghali. On créait des opérations de maintien de la paix. Je me souviens au Mozambique, on a fait ça en une semaine et sans considérer d'ailleurs le budget, hein, en se disant l'intendance suivra. Et il y avait cet enthousiasme. Les employés des Nations Unies considéraient qu'ils représentaient justement la communauté internationale et le village global. Mais bon, le rêve s'est fracassé sur la Bosnie, le massacre de Srebrenica, et puis surtout sur le génocide au Rwanda. Et j'ai vécu ça de New York, et c'est très douloureux, cette impuissance de l'ONU. À l'époque, ce n'était pas le problème uniquement du Conseil de sécurité, c'est que le commandant de l'opération sur place n'a pas voulu utiliser la force. Normalement, il en aurait eu le droit contre les milices interamouées qui étaient armées de machettes. Et ça aurait pu être fait. Et il y a le sentiment que l'ONU a laissé faire ce massacre. Et ça reste douloureux pour beaucoup. Le commandant de l'opération est en dépression depuis. Et puis, bon, il y a eu un certain nombre de critiques. Et aujourd'hui, on retombe sur une nouvelle guerre froide où l'ONU est à nouveau paralysée. Mis de côté. Mis de côté parce que les permanents, les 5 permanents, ont un droit de veto. Et donc, s'ils sont concernés comme la Russie a mis son veto à toute tentation de traiter de la question de l'Ukraine. Et les États-Unis ont très souvent mis un veto quand la situation en Israël était en question aussi. Et je pense qu'il va falloir réformer l'ONU, non pas en supprimant le droit de veto. Je pense que ça serait irréaliste, parce que la SDN, justement, ne comprenait pas le droit de veto. Et quand un grand pays n'était pas d'accord, il la quittait. Et donc, c'est pour ça que cette situation particulière et cette prérogative particulière des grands pays a été adoptée. Mais on voit aujourd'hui les défauts. Et puis surtout, les Nations Unies, le Conseil de sécurité représentent le monde de 1945. Et aujourd'hui, avec l'Inde, le Brésil, les grandes puissances du Sud, probablement l'Arabie saoudite, ce n'est plus tenable. Mais en réalité, c'est aussi très difficile. Jusqu'à présent, les Américains ne voulaient pas d'un élargissement parce que ça aurait été des pays qui ne lui sont pas favorables. Puis la Chine n'a pas du tout envie de voir l'Inde ou le Japon. La Russie y était opposée aussi, mais maintenant elle pourrait y voir son intérêt justement avec l'adhésion de pays du Sud. Pour la première fois, Joe Biden s'est prononcé pour cette réforme. Mais même des candidats, si on prend le Brésil, le Mexique et l'Argentine, n'ont pas envie que ce soit le Brésil. Donc ça va être extrêmement compliqué. Mais si on ne le change pas, c'est la mort de l'ONU. Parce que, alors ce qui fonctionne, c'est les grandes agences de l'ONU, hein, le HCR, le PAM, tout ça fonctionne bien. Mais l'autorité de gouvernance mondiale, aujourd'hui, est totalement paralysée. Alors justement, dimanche dernier, il y a Karim Khan, qui est procureur général de la Cour pénale internationale, qui revient de son voyage en Israël. Les allégations de violation du droit international se sont multipliées depuis le 7 octobre. Dans sa déclaration, il dit « J'ai été témoin de scènes de cruauté calculées ». Ce matin, il a réitéré l'urgence de l'aide humanitaire à Gaza. Dans ce drame humain, et comme le définit Edmond Jabès, écrivain et poète franco-égyptien concernant la condition de l'homme, celui-ci avance incertain dans la nuit de l'indicible et absurde errance. Quand et par quel levier, aujourd'hui, la diplomatie onusienne pourrait et devrait agir? Alors, j'ai peur que la diplomatie onusienne sur ce dossier soit impuissante. Donc, je pense que ce n'est pas l'ONU qui pourra provoquer des négociations. Parce que
ce qui s'est passé le 7 octobre est l'équivalent d'un pogrom, et c'est abominable et c'est condamnable. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que la montée des antisémitismes ou des actes antisémites a commencé le 7 octobre, pas au moment des représailles d'Israël. Donc ça en dit long sur l'état du monde. On a vu le jour qui avait été qualifié de jour de la colère, les manifestations dans les rues des pays arabo-musulmans. On l'a vu dans nos sociétés aussi. Donc même si l'Ukraine a été un grand choc, je pense que le danger pour nous vient plus de ce conflit-là. Et c'est un conflit qui paraît totalement bloqué aujourd'hui parce que Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien, le Hamas non plus, parce que ce n'est pas son intérêt, il pourrait perdre le pouvoir et l'autorité palestinienne est complètement paralysée. Mais s'il n'y a pas un État palestinien, il n'y aura jamais de paix. Il est impensable qu'il y ait un État binational, d'abord parce que le but d'Israël, c'était d'avoir un territoire pour protéger les Juifs après l'Holocauste, et que de toute façon, les Arabes israéliens n'auraient pas, enfin, ou les Palestiniens, comme on les appelle aujourd'hui, n'auraient pas les mêmes droits. Et compte tenu de ce qui s'est passé et des victimes civiles à Gaza, il est évident qu'il y aurait un ennemi intérieur. Donc je pense qu'il faut que les grandes puissances, surtout les États-Unis, mais la Chine aussi, qui commence à jouer un rôle diplomatique. La Russie aussi, parce que c'est un des pays qui a le plus d'audience au Moyen-Orient, qui a fait le choix du Hamas aujourd'hui par opportunisme, mais qui avant avait de bonnes relations avec Israël, puisqu'il y a plus d'1 million de Juifs originaires de Russie en Israël. Et puis les pays arabes, qui ne se sont jamais intéressés à la question palestinienne en réalité. C'est-à-dire que il y a une dichotomie entre les gouvernants arabes qui étaient prêts à reconnaître Israël, et qui l'ont fait pour certains, le dernier étant l'Arabie saoudite. Et quand vous lisez aujourd'hui la déclaration justement du prince héritier, qui explique pourquoi c'est important pour eux de reconnaître Israël, vous voyez bien justement ce fossé entre les populations et ce qu'on appelle la rue arabe, qui a manifesté de manière violente, ce qui fait que ces pays ont décidé évidemment de soutenir les Palestiniens. Mais il faudra que ces pays participent également à une conférence et qu'ils s'impliquent directement et non pas qu'ils regardent ailleurs. Parce que le Hamas exploite évidemment la cause palestinienne, mais la question palestinienne avait été mise de côté par tout le monde. Quand j'étais justement à Bruxelles ou à New York, toutes les semaines, tous les mois, on négociait des textes adoptés par les chefs d'État et de gouvernement. Depuis longtemps, on n'en parlait plus, considérant que le pouvoir de la force, qui était celle d'Israël, ce qui était encore une illusion, puisque on a vu comment Israël a pu être attaqué et s'est fait surprendre. Donc il n'y a effectivement pas de certitude, mais ce n'est pas possible. Un jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement comment, mais à mon avis, c'est par des négociations sans doute bilatérales et indirectes au début, mais ensuite une grande conférence internationale, et peut-être qu'un jour il y aura une validation par les Nations Unies, mais je ne crois pas que ça puisse être négocié au Conseil de sécurité. Ma réponse est un peu longue, mais comme la situation est compliquée. Très compliquée, ouais. La voix, entre autres, de la journaliste Geneviève Tabouy résonne dans votre ouvrage. Vous écrivez que vos rapports avec les journalistes, vos entretiens que vous avez pu avoir avec eux, ont été stimulants, étaient toujours stimulants. Aujourd'hui, grands reporters de guerre, correspondants étrangers, peinent à travailler. Comment analysez-vous cette situation ? Alors Geneviève Tabouy, est-ce que vous la connaissez tous ? Oui, plus ou moins. Malheureusement, les jeunes ne la connaissent plus. Moi, je l'ai rencontrée quand je suis entrée donc, au ministère des Affaires étrangères. J'avais 25 ans. Elle devait être nonagénaire, j'imagine. Elle était passionnée par son travail.
Et elle venait au briefing du porte-parole du Quai d'Orsay tous les jours. Elle avait toujours cette même apparence, avec les cheveux très blancs, des rouleaux, un filet dans les cheveux, et cette voix que j'entendais chez ma grand-mère et que je trouvais absolument fascinante. Et ça a été une grande journaliste et une des premières femmes également qui a eu ce métier. Alors, les journalistes, c'est probablement ceux qui sont les plus proches des diplomates, parce qu'ils vivent également à l'étranger, ils changent de pays. Mais j'ai aussi une grande admiration pour ces reporters de guerre qui vont directement sur le terrain pour rapporter des faits, dont la vie est souvent mise en danger. Beaucoup ont été tués. Il y a eu des journalistes tués depuis le début de la guerre en Ukraine. Et ils ont, sauf ceux qui sont des militants, mais ils ont une honnêteté absolument incroyable. Et ce qui m'a fascinée aussi, c'est que beaucoup de reporters de guerre étaient des femmes. Et des jeunes femmes. Une En pensée majorité, pour Dorothée, c'est celles qui... Dorothée Olivec, Sarah. Absolument, mais bien d'autres aussi. Et bien d'autres aussi. Catherine Gentil, Ouais, Catherine c'est... Gentil. voilà. Et s'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de description des faits, y compris... c'est pas Il aux est nécessaire journalistes... d'avoir des personnes sur le terrain. Tout à fait. Et c'est pas à eux de qualifier les crimes de guerre, mais c'est à eux d'en rendre De les compte. dénoncer, oui. Alors, c'est une question qui va vous paraître peut-être un peu... Je suis tombée sur le discours de Vladimir Poutine lors du forum du club Valdai. Alors, vous pourrez peut-être expliquer ce que c'est le club de Valdai. Il disait « J'ai toujours cru et continue de croire au pouvoir du bon sens. » Pourriez-vous me traduire sa pensée ? Je sais qu'au moment du déclenchement de la guerre, beaucoup de gens ont dit Poutine est fou. Poutine n'est pas du tout fou, il a sa propre rationalité. Et l'analyse qu'il avait faite à ce moment-là, c'est que Zelensky était très impopulaire dans le pays, y compris auprès de l'armée. Et j'en ai été témoin puisque j'étais 3 semaines avant le début de la guerre en Ukraine et on avait fait un séminaire avec beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'opposants et autres et qui étaient très, très critiques. Et par ailleurs, il avait fait l'analyse aussi que les Américains n'interviendraient pas parce qu'il avait vu la débâcle à Kaboul et il savait que les Américains étaient de plus en plus isolationnistes. Et puis Joe Biden avait dit de toute façon, l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN. Donc, c'est néanmoins une erreur stratégique majeure parce que Poutine, son obsession, c'est le rang de la Russie. Et il considérait que la Russie avait été humiliée pendant la période Yeltsin, bien sûr, mais même après, qu'on ne prenait pas assez en compte les intérêts de la Russie. Et donc, il voulait être reconnu comme une puissance mondiale. Or, Obama l'avait là aussi humilié en disant, bon, la Russie, c'est une puissance régionale, c'est pas une puissance mondiale. Et donc, toute sa stratégie avait été d'établir des relations avec, par exemple, tous les pays du Moyen-Orient, et grâce au sauvetage du régime de Bachar el-Assad, qu'on a évidemment condamné à cause des bombardements contre les populations civiles, contre les opposants, mais ça lui a valu une crédibilité au Moyen-Orient. Et ce qu'il disait, c'est que les Américains lâchaient tous leurs amis, tous leurs alliés, et que ce n'était pas le cas de la Russie. Il avait développé les mêmes relations avec l'Afrique, puisqu'il avait organisé un sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi, où 43 chefs d'État et de gouvernement sont venus, c'est-à-dire plus que dans les sommets avec la France aujourd'hui. Et il avait de bonnes relations avec le Japon, avec la Chine, avec l'Amérique latine. Et même Joe Biden l'avait rencontré à Genève et avait fait des propositions sur la sécurité en Europe. Donc en fait, il avait tout le 23 février 2022 et il a détruit cela, même si aujourd'hui, il y a ce fameux Sud global qui prône la multipolarité, ce que fait la Russie depuis très longtemps avec la Chine. Eh bien, je dis toujours que l'emblème de la Russie, c'était l'aigle bicéphale et qu'aujourd'hui, cet aigle ne regarde plus que d'un côté, qui est celui de l'Asie,
alors que la grande majorité de la population se sent culturellement profondément proche de nous, européenne. Et donc, je pense qu'à cet égard, même si, in fine, il peut gagner, parce qu'il peut y avoir des compromis territoriaux, mais je pense qu'on ne peut pas être une grande puissance si on n'a pas de contact avec l'ensemble du monde. Alors nous, parce que vous posiez cette question tout à l'heure, il n'y avait pas seulement les routes de la soie, mais il y avait les autres instances, l'Organisation de la coopération de Shanghai, et puis les BRICS. C'est que en fait... moi, je me souviens des réunions du G7 et je trouvais que ça commençait à devenir totalement ridicule parce qu'il y avait une excessive médiatisation autour des réunions des 7 pays qui ne sont même plus les plus puissants sur le plan économique aujourd'hui et une illusion de gouvernance mondiale. C'est-à-dire que qu'ils se réunissent, c'est une bonne chose, ce sont des affinitaires ou des like-minded, comme on dit en anglais, mais qu'ils s'imaginent que la gouvernance du monde passe par eux, c'est une illusion totale. Et quand les BRICS se réunissaient, ou l'Organisation de la coopération de Shanghai le faisait, on ne les prenait pas du tout en considération, encore une fois, parce qu'on considérait qu'ils avaient des positions divergentes. Et quand même, les BRICS se sont élargis à 6 nouveaux pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine de candidats. Qui ne regardent plus vers le G7. Donc, ils veulent essayer d'intégrer l'Afghanistan, je crois. Oui, mais ils ont intégré l'Iran de toute aussi, façon. Alors, ils ont été prudents sur ceux qu'ils intégraient, parce que si vous les élargissez trop, les BRICS, leur pouvoir va se diluer aussi. Mais c'est quand même un signal de la perte d'influence de l'Occident de manière générale. Madame l'ambassadeur, Bailin, merci. Merci pour cet échange. Merci à vous, merci de votre écoute, de votre patience, surtout ceux qui sont debout. Auriez-vous peut-être des questions à poser à Madame l'ambassadeur ? Je ne crois pas. Je ne pense pas parce que, en fait, sauf s'il était déposé par les Russes et envoyé au tribunal par les Russes, il n'y a pas beaucoup de chance. Mais non, il n'ira pas. Puis vous voyez bien qu'aujourd'hui, il voyage. Or, théoriquement, les pays partis au statut de Rome auraient l'obligation de l'arrêter s'il venait sur leur territoire. Donc en dehors des Occidentaux, il n'y a aucune chance que ça se produise. Donc il est allé en Chine, là il est dans les pays du Golfe, les Indiens, les Indonésiens l'avaient invité, l'Afrique du Sud l'avait découragé de venir, mais ils ne l'auraient pas arrêté. Ils n'avaient même pas arrêté Bachir quand il avait été inculpé par la Cour pénale internationale. Donc je ne crois pas. Je ne suis pas sûre que c'était nécessaire de faire cela non plus. Encore une fois, certes, il y a des crimes de guerre. On peut considérer qu'il y a des crimes contre l'humanité avec l'enlèvement des enfants. Mais ça va être difficile si il reprend de l'ascendant dans le monde, et ça va être difficile de l'ignorer. Et c'est pas nous qui décidons des dirigeants des Russes. J'ai vu, oui, monsieur. J'ai pas vraiment besoin de micro. C'est parce que c'est enregistré, messieurs, c'est enregistré. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur, je voulais juste vous demander si vous avez pleuré la mort de Henry Kissinger. Alors, je ne l'ai pas pleuré, mais ça peut être un personnage à deux faces d'une certaine manière, parce qu'il a été responsable du soutien au contrat dans les pays d'Amérique centrale. Et en ce sens-là, à l'époque, on ne jugeait pas ces comportements-là qui seraient condamnables aujourd'hui. Mais je pense qu'il a une vision du monde qui est ce qu'on appelle la réelle politique. Mais après tout, la réelle politique, c'est la reconnaissance de la réalité, et que souvent on dénie parce qu'on prend nos rêves pour justement la réalité, ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking, et qui conduit à des désillusions. Il avait eu raison de se rapprocher de la Chine. À l'époque, c'était contre l'Union soviétique. Il avait conseillé aux autorités américaines justement de se rapprocher de la puissance la plus faible. À l'époque, c'était la Russie,
contre la Chine, qui était leur ennemi. Et puis, surtout, il avait fait une recommandation qui était pleine de bon sens, qui était de dire que Washington devait avoir avec Pékin, avec Moscou, de meilleures relations que Moscou et Pékin entre elles. Et les Américains, à l'époque, ont fait complètement l'inverse, ont échoué. Donc, ça reste une référence, justement, en ce qui concerne la réelle politique. Et il était venu à Londres et je me réjouissais de l'entendre. Il y avait 700 personnes qui étaient dans le même état d'esprit. Et en fait, il avait un accent très fort, cette voix rocailleuse. Personne n'a entendu un mot de ce qu'il disait, malheureusement. Et ça reste quelque chose de très surréaliste. Mais à vrai dire, j'étais fascinée à l'idée de l'entendre. Et quand vous lisez ces livres, Diplomatie, de la Chine et tout, c'est vraiment excellent. Je voulais vous poser une question, Madame l'ambassadeur. Je suis là. Ah. Voilà. Je suis ravi de vous poser une question parce que quand vous avez commencé tout à l'heure à parler de romans policiers et de Chine, j'ai tout de suite pensé à Robert Van Gulik, que vous connaissez peut-être, et ça m'aurait fait plaisir d'en discuter avec vous. Mais ce n'est pas l'objet ce soir. Non, Alors, mais je les ai tous lus à l'époque quand ils sortaient. C'est absolument remarquable. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui me préoccupe, parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, c'est l'avenir de l'Europe. Et cette Europe, elle me questionne beaucoup actuellement, parce que elle a été longtemps divisée en deux, après-guerre. Beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint, on va dire, l'OTAN et la communauté européenne. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement en sens inverse, notamment pour la Hongrie, la Slovaquie, peut-être la Roumanie, d'autres pays aussi. Et j'avoue que je suis très perplexe par rapport à ce qui va se passer dans 10, 20 ans, je ne sais pas. Je n'arrive plus à avoir une vision cohérente du projet européen ou de ce que veulent les pays eux-mêmes, quoi, en fait. Alors j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Ben, moi aussi, je suis inquiète pour l'Europe. Et pendant 10 ans, j'allais régulièrement à Bruxelles, où j'y étais en poste, donc comme je disais, comité politique et de sécurité. Et l'idée, c'était de renforcer l'Europe et de lui donner un outil militaire, un outil de hard power et pas simplement de soft power, parce que on avait le sentiment que par notre exemple, on pouvait séduire ou convaincre d'autres pays. Or, aujourd'hui, c'est le retour de la violence et de la brutalité. On dit souvent que les Européens sont des herbivores dans un monde de carnivores. L'Union européenne a commis aussi des erreurs et je pense que la manière dont s'est passé l'élargissement était une erreur. Moi, j'étais à Bruxelles, justement, au moment du premier grand élargissement avec 10 nouveaux pays qui n'avaient pas la même culture que nous et qui n'étaient pas prêts à respecter les règles de l'Union européenne. Et on parlait d'approfondissement avant l'élargissement. Donc on ne l'a pas fait, ce qui fait qu'on a des règles de vote absurdes. C'est-à-dire qu'on a l'unanimité en politique étrangère. Ça veut dire que le plus petit pays peut tout bloquer, dont la Hongrie aujourd'hui. Alors qu'avec la majorité qualifiée, on pouvait faire une coalition des grands États et d'États moyens ou voire petits. Donc je pense qu'on aurait dû faire cela. Et là, on se prépare à un autre élargissement avec des pays qui sont encore plus différents que nous, de nous, c'est-à-dire les pays des Balkans. Sans compter l'Ukraine, on parle aujourd'hui de la Géorgie, qui n'est pas vraiment un pays européen. Un terme peut-être de l'Arménie, encore que le sort de l'Arménie aujourd'hui soit très, très inquiétant. Et je crains qu'on ait un vaste ensemble, mais qui n'ait pas plus de pouvoir et au contraire moins. Sur le Moyen-Orient, l'Union européenne est totalement écartée. Elle n'a aucun pouvoir, alors qu'elle est la première, en 80, avec la déclaration de Venise, à avoir formulé justement cette solution à 2 États. Mais aujourd'hui, elle ne compte plus. Elle finançait, d'ailleurs avec le Qatar, le Hamas à Gaza. Et sur l'Ukraine, les choses vont se décider à Washington. C'est-à-dire que si les Américains décident vraiment de lâcher
les Ukrainiens, ce qui n'est pas impossible, comme la majorité de l'aide militaire est fournie par les Américains, je pense que les Européens ne pourront pas suivre. Et donc, comme pour la guerre en Bosnie d'ailleurs, hein, c'est les Américains qui ont piloté ce conflit européen. Les Européens se sont contentés de payer la casse après. On disait que les Américains venaient à table et que les Européens faisaient la vaisselle. Donc c'est effectivement la restauration du pays, ce qui va se passer pour l'Ukraine également. Mais on a vu justement l'Union européenne au début a été unie, a eu des positions claires sur les sanctions, même si elles n'ont pas trop fonctionné, en tout cas certaines d'entre elles, ensuite sur la fourniture d'armes. Puis les Américains sont arrivés sur une base américaine en Allemagne, à Ramstein, et ils ont dit, ben voilà, maintenant on va coordonner les Européens et l'aide européenne. Et l'Union européenne est très divisée parce que les pays fondateurs sont d'ailleurs moins hostiles ou moins obsédés par la Russie, même s'ils ont condamné évidemment cette agression, alors que les pays de l'Est, évidemment, il y a eu un traumatisme historique et ils sont obsédés par ça. Donc on risque de ne pas avoir d'accord. L'élection de Trump ne va pas arranger les choses parce que ça va encore redistribuer les cartes. Ça pourrait favoriser l'Union européenne, mais ça ne va pas la favoriser parce qu'il y aura des divergences sur la position à adopter vis-à-vis de la Russie et sur la position à adopter vis-à-vis de la Chine. Parce que les Européens de l'Est avaient, avec la Chine, un forum qui s'appelait 17+1, qui est évidemment caduque aujourd'hui, et ils vont rallier les Américains dans leur croisade contre la Chine si les Américains demandent ce renvoi d'ascenseur. Et là, je ne parle que de politique étrangère. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes juridiques en Pologne, même si elle a été réhabilitée plus ou moins à cause de son rôle dans la guerre en Ukraine. La Hongrie, comme vous l'avez dit, la Croatie aujourd'hui et peut-être d'autres pays un jour. Donc c'est vrai que l'Union européenne est en crise. Alors dans le passé, elle a surmonté les crises, mais c'est effectivement très préoccupant et certains disent qu'elle risque même de sortir de l'histoire, alors que les grands États continents ont cette puissance intrinsèque. Hein. Donc je suis inquiète moi aussi par l'avenir de l'Europe. Et comme la France... C'est une puissance moyenne, hein, malgré ses atouts, malgré son armée, malgré l'arme nucléaire, ne pourra pas agir seule. Donc elle a besoin de le faire dans un cadre européen. Désolée de ne pas vous rassurer pour vos enfants et vos petits-enfants, mais je pense que ça serait illusoire à l'époque actuelle. Bonsoir, Madame l'ambassadeur. Je suis ici, au fond. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question concernant la Chine. Quand pensez-vous que la Chine rattachera Taïwan à son territoire et comment s'y prendra-t-elle d'après vous ? D'abord, je n'en sais rien. On dit militairement qu'elle ne peut pas le faire en 2027. Tout à fait. Là, vous aviez évoqué la différence. Je ne sais plus si c'était quand on parlait toutes les deux ou s'il avait évoqué ici la différence entre le jeu de Go et le jeu d'échecs. C'était tout à l'heure, mais oui. C'était tout à l'heure, mais et en fait, le jeu d'échecs, c'est échec et mat. Les choses sont claires. Le jeu de Go, c'est plutôt un encerclement. Et puis surtout, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu qui dit qu'une bataille gagnée, c'est une bataille qui n'a pas été menée. Et donc, je pense que vis-à-vis de Taïwan, ça sera plutôt soit un encerclement, soit un étouffement, un blocus. Je ne suis pas sûre qu'ils interviennent militairement à Taïwan. Je pense, sans la guerre en Ukraine, à laquelle on ne croyait pas, je vous aurais dit, ils n'attaqueront pas Taïwan parce que ce n'est pas leur intérêt. Mais on voit que des pays peuvent faire des choses contre leurs intérêts. Ça a été le cas pour le Brexit, c'est le cas pour Poutine. Et Xi Jinping considère qu'il est l'héritier de Mao, de Deng Xiaoping,
qui avait laissé l'affaire taïwanaise pour l'avenir. Il considère que la Chine étant puissante aujourd'hui, c'est son rôle historique. Mais je pense qu'ils ne feront rien tant qu'il n'y aura pas de perception d'une menace. Et la menace, ça serait une déclaration américaine de soutien à l'indépendance ou une déclaration du futur président taïwanais, puisqu'il va y avoir des élections très, très prochainement en ce sens. Les Taïwanais sont prudents, hein. Ils ne veulent pas irriter la Chine, et ils en ont peur, certes, mais ils ne veulent pas provoquer une intervention. Donc pour le moment, c'est le statu quo, c'est le maintien de la liberté de navigation dans la région. Les Chinois libéraux, j'en ai vu récemment, disaient, avant on était sûr que la Chine n'attaquerait pas Taïwan, on en est moins sûr aujourd'hui. Et il y a quelque temps, quand vous aviez un sondage aux États-Unis, les hommes politiques, les chercheurs, les journalistes disaient tous que la Chine allait attaquer Taïwan dans les mois ou les années qui viennent. Même sondage à Taïwan à l'époque, les Taïwanais étaient 3% à considérer qu'ils seraient attaqués par la Chine. Les choses ont évolué aujourd'hui et il n'y a plus de certitude. Et je pense que le déclenchement de cette guerre en Ukraine, justement, peut laisser entendre que tout est possible. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous répondre ni quand, ni comment. Les Chinois seront peut-être plus sages que ne l'a été Poutine. Mais ils vont analyser les résultats de la guerre. Parce que si Poutine gagne et gagne des territoires, c'est évidemment pas très bon. Et ce n'est pas exclu. Monsieur, bonjour. Moi, j'avais. Voilà, merci pour toutes ces présentations sur la complexité, comment les choses se redistribuent dans le monde. Je voulais juste revenir sur Kissinger. C'est un peu l'histoire, ne pas oublier que, notamment dans la chute d'Allende et l'instauration du régime de Pinochet, les États-Unis, dont Kissinger, ont été grandement actifs. Et voilà. Oui, mais bien sûr, c'est ce que je disais, en Amérique centrale, tout ça, il y a un voile pudique dessus aujourd'hui, mais il a eu un rôle qui était plutôt un rôle négatif. Voilà, oui. Madame ? Oui, moi j'aurais voulu vous poser cette question par rapport au Brexit. Qu'avez-vous pensé du Brexit ? Est-ce que vous pensez que le Brexit a beaucoup fragilisé l'Europe ? Et quelle est la position actuelle du Royaume-Uni justement dans tous ces nouveaux équilibres ? Est-ce qu'ils ont une importance particulière ? Et comment ils se placent par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis ? Voilà. Alors, je pense que le Brexit a été une erreur majeure, effectivement une décision contre leurs intérêts. Les Britanniques sont dans l'illusion ils regardent un peu dans le rétroviseur du statut qu'ils avaient à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale avec Churchill et ils prônaient, alors ils pensaient que le Commonwealth allait remplacer l'Union européenne, ce qui est une aberration évidemment totale, parce qu'ils avaient 47% de leurs échanges avec l'Europe et puis 0,0 avec Australie, Nouvelle-Zélande. Ils n'ont qu'un point commun avec les pays du Sud qui font partie du Commonwealth. Sur le plan économique, ça a été évidemment un désastre. Mais pendant longtemps, ils ont feint de considérer que c'était à cause du Covid, à cause de la guerre en Ukraine. Et puis là, ils se retrouvent tout nus et ils voient bien que c'est les conséquences du Covid, du Brexit. Je crois que d'abord, ça affaiblit le Royaume-Uni sur le plan international. Personne ne parle d'eux. Moi, j'assiste à beaucoup de colloques dans le monde. On parle de la Chine, des États-Unis, du Sud global, de la Russie, même de l'Union européenne, même si c'est sous forme d'interrogation. Personne ne parle plus du Royaume-Uni. Ils pensaient être, comme ils le disent, Global Britain, c'est-à-dire passer par-dessus l'Europe, comme si ça l'Europe empêchait d'avoir une politique étrangère. Et en fait, ça nous a affaiblis nous-mêmes. Parce que je pense que quand il y avait une position commune des trois grandes capitales, Paris, Berlin et Londres, on pesait davantage dans le monde. Donc ça a été aussi une amputation de l'Union européenne. Donc c'était une opération perdant-perdant. Beaucoup en sont conscients. Bon, les Tories vont probablement perdre les prochaines élections, mais les travaillistes sont très prudents
parce que une partie de la population, enfin des électeurs travaillistes, en fait, étaient pour le Brexit, parce ça a été aussi un vote contre l'immigration. Hein. Ils ont le sentiment que les étrangers leur prenaient leur travail et donc c'est très difficile pour les travaillistes de se positionner par rapport à l'Europe. Alors cela dit, depuis que c'est Rishi Sunak, qui était un Brexiteur, mais pas un militant extrémiste comme l'a été Boris Johnson, Liz Truss, les choses se sont améliorées. Ils ont accepté de participer à la communauté politique européenne, même si on ne sait pas quel est l'avenir de cette enceinte. Mais je crois qu'ils sont davantage prêts aujourd'hui à se rapprocher de l'Europe. Bonsoir. J'aimerais revenir sur les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent réellement se permettre de lâcher l'Ukraine d'un point de vue géostratégique, géopolitique, par rapport au message qu'ils enverraient à leurs alliés et éventuellement à leurs non-alliés ? Je crois que ça ne les a jamais dérangés de soutenir un pays puis de l'abandonner ensuite. On le voit en particulier avec l'Afghanistan, on le voit avec les Kurdes qui ont été leurs alliés, les ont abandonnés. Ça, je pense qu'ils le feront sans état d'âme, mais surtout si c'est Donald Trump. Parce que Donald Trump était fasciné par Vladimir Poutine, parce que c'était un homme fort. Joe Biden est le dernier des dirigeants américains, probablement, qui a une vision un peu européenne du monde et fondée sur des règles de droit. Donc je pense que même si on peut considérer que ça sera un échec pour les États-Unis, puisqu'ils auront soutenu l'Ukraine, et si l'Ukraine perd, on aura perdu aussi, mais je pense qu'ils le feront sans état d'âme. Vous aviez parlé tout à l'heure justement de l'élection de Trump, vous y croyez ? Tout à fait. Oui. Je ne veux pas dire que c'est lui qui va être élu. Je pense qu'il ne faut pas prendre de paris. On n'en sait rien. Beaucoup d'élections ont constitué des surprises. La guerre en Ukraine a été une surprise. Donc, je ne sais pas s'il sera élu. Mais il peut être élu parce que l'Amérique est divisée en deux. Et que, en plus, on voit les fragilités de Joe Biden. Et en fait, la guerre à Gaza a encore renforcé cela, parce que dans certains États, le Michigan en particulier, il y a un vote arabe, ce qui n'existait pas tellement avant, et qui aujourd'hui ne votera pas pour Joe Biden. Alors, ils s'abstiendront, ils ne voteront pas nécessairement pour Donald Trump. Mais on dit aujourd'hui, en tout cas les sondages le donnent gagnant, ça ne veut pas dire qu'il gagnera, parce que il y a suffisamment de surprises, mais ce n'est pas du tout exclu. Et s'il gagne, je pense que ce sera terrible, parce qu'il a, comme Vladimir Poutine, le sentiment d'avoir été humilié, et il aura une volonté de vengeance. Alors de vengeance vis-à-vis des différents pays, puisque de toute façon, les États-Unis restent hégémoniques à cause du dollar, ce qui leur permet de sanctionner unilatéralement 69 pays, y compris des pays de l'Union européenne. Et Trump n'hésitera pas. D'ailleurs, il avait dit un jour, les Européens sont des ennemis pires que la Chine, et quand j'en aurai fini avec la Chine, je m'attaquerai à l'Europe. Donc, tout est possible avec lui. Et puis également en interne, sur la question des droits de l'homme, des femmes, ça risque d'être pire que son premier mandat. En 40 ans d'expérience diplomatique, comment avez-vous vu évoluer le rôle d'une ou d'un ambassadeur depuis ça ? Bien, autrefois, c'était... moi, je suis rentrée donc en 79. C'était très classique. Et c'était vraiment la diplomatie, parce que l'ambassadeur recevait des instructions, comme on le disait autrefois, prenait sa canne et son chapeau et allait au ministère des Affaires étrangères du pays concerné pour faire sa démarche. Il en rendait compte dans une dépêche qui partait soit par bateau, soit par... alors, il y avait un système de télégramme qui était immédiat, mais on le réservait vraiment pour des décisions très importantes.
Mais comme aujourd'hui, les ministres, les chefs d'État se parlent directement, ça ne veut pas dire que l'ambassadeur ne fait pas de démarche, mais sa mission va au-delà de la diplomatie. C'est-à-dire qu'un ambassadeur représente le président de la République et l'ensemble du gouvernement et traite toutes les affaires, c'est-à-dire les questions économiques, puisqu'on soutient les chefs d'entreprise. Dans des pays comme la Chine et la Russie, c'était pour les grands contrats, mais également, il y a tout un dispositif d'aide dans les ambassades, et vous avez des conseillers. J'avais un conseiller spécial, un conseiller nucléaire, un conseiller agricole, un vétérinaire, un conseiller d'éducation, quelqu'un qui représentait également le livre. Enfin, c'est un mini gouvernement, si vous voulez. Et on traite de tous les sujets, influence culturelle, enfin absolument tout. Donc le rôle de l'ambassadeur s'est beaucoup élargi à cet égard. Au départ, et je cite aussi dans mon livre, parce que quand j'étais mon premier poste en Chine, donc au début des années 80, j'avais un ambassadeur qui refusait un peu de voir les chefs d'entreprise en disant bon, je ne vais pas perdre mon temps avec ces marchands de clous. Et évidemment, aujourd'hui, c'est l'inverse parce qu'on les voit en permanence, on les soutient quand ils en ont besoin, on les accompagne, on inaugure des usines, etc. Madame l'ambassadeur, donc moi je vous remercie de nous donner un petit peu le décryptage de toutes ces relations internationales. Alors moi je voudrais interroger un petit peu votre connaissance de la Russie. Comment vous pourriez, alors sans faire de la politique fiction, comment vous pourriez nous présenter une succession à Poutine? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce qu'on sait que, évidemment, toute opposition est bridée, emprisonnée. Donc, comment on peut imaginer une suite? Bien, c'est très difficile, d'abord parce qu'il a changé la Constitution qui lui permet d'avoir 2 mandats successifs et d'être au pouvoir jusqu'en 2036, donc c'est encore très loin. Il est sûr de gagner les élections de mars 2024 parce qu'il n'y a pas d'opposant. Et en réalité, là, on vient de parler d'un opposant potentiel qui est Yavlinsky, qui était le patron d'un parti démocrate, Yablako. En fait, il a eu en 2018, à l'époque où j'étais encore là-bas, il a eu 1,2% des voix. Donc Poutine verrouille complètement le système, mais je dois dire qu'on ne voit pas d'opposants véritablement crédibles. On parle beaucoup de Navalny, qui est courageux. Il vient de l'extrême droite, quand même, hyper nationaliste. Mais de toute façon, pour le moment, il est en prison. Beaucoup de libéraux à l'époque me disaient que le successeur de Poutine serait peut-être encore plus autocrate que lui. Parce qu'en réalité, ça paraît difficile à croire aujourd'hui, mais Poutine, finalement, exerçait une forme d'arbitrage entre ceux qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les structures de force, armée, police, services de renseignement, qui sont multiples en Russie et qui ont toujours été très dominants dans la société, et quelques libéraux. Et donc, il incarnait, même pour des libéraux qui critiquaient sa politique, une forme relativement centriste, et il pense qu'un successeur sera encore pire que lui, encore plus brutal. Bon, on a vu Prigojine qui n'avait aucune chance de lui succéder, même si ça avait été évoqué à l'époque, mais on voit bien le genre de personnalité. J'avais rencontré le grand cinéaste Mikhalkov, c'était les yeux noirs, c'était quelqu'un qui avait un talent extraordinaire, sauf qu'aujourd'hui, il est devenu propagandiste de Poutine, et il m'a dit un jour, de toute façon, pour la Russie, il faut un homme fort, un homme qui s'est confronté à la nature. Il parlait de Sibériens. Voilà, c'est-à-dire que pour les Russes, effectivement, je pense que de toute façon, ils veulent un homme fort. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'antidémocratique, mais pas un faible. Et si on fait le parallèle avec la Chine, moi j'étais arrivée en Chine à l'époque de Hu Jintao, et beaucoup de Chinois, même des libéraux, disaient « Ah, mais on a des dirigeants faibles ». Et aujourd'hui, ils reconnaissent en Xi Jinping un dirigeant fort, même s'il l'est peut-être trop, y compris pour eux. Donc je pense qu'il faut considérer la Russie
dans son immensité. C'est 11 fuseaux horaires, c'est le plus grand pays du monde. Il fait nuit à Vladivostok quand il fait jour à Moscou. Donc c'est aussi un pays difficile à diriger. Donc je ne sais pas. Je pense que la tentation de Poutine, ça lui est difficile de quitter le pouvoir parce qu'il a dû se faire des ennemis en interne et des gens qui lui en veulent beaucoup finalement d'avoir lancé la Russie dans cette aventure. Donc il essaiera sans doute de faire ce qu'il avait fait, enfin ce que Yeltsin avait fait avec lui, c'est-à-dire de trouver un successeur potentiel qui pourrait être d'abord nommé Premier ministre, mais qui sera suffisamment fort pour assurer sa sécurité et la sécurité de sa famille et de ses biens. C'est une des hypothèses, mais je dois dire que maintenant, à partir du moment où il sera réélu pour un mandat de 6 ans, je ne pense pas qu'il soit pressé de se trouver une succession. D'autres questions ? Ouais. Que pensez-vous déjà, je voulais vous remercier de votre présence ici parce que c'était très clair. Enfin, merci beaucoup. Et du coup, ma question, c'est que pensez-vous d'un régime démocratique dans l'état du monde actuel ? Qu'est-ce que vous entendez par ce que je pense d'un régime démocratique ? De son efficacité et de... Oui, non, mais je pense que la démocratie est en crise incontestablement. Il faut qu'elle soit aussi plus forte. Et au lieu d'essayer d'imposer la démocratie dans d'autres pays, la renforcer en interne. Mais c'est clair qu'il faut réviser notre vision du monde. Alors, ne pas renoncer évidemment à la démocratie. Ce que disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Mais en même temps, trouver les moyens de la renforcer, en particulier en interne. Je crois qu'il faut vraiment abandonner l'idée de l'imposer, de l'imposer par la force ailleurs. Bonsoir, je suis au fond, ici. Oui. Merci pour votre présence, comme le disait le jeune homme juste avant moi ce soir. Je voudrais savoir quel regard vous portez sur la montée des extrêmes, aussi bien chez nous que de par le monde. Brièvement, j'imagine. C'est ce qui est le plus inquiétant. Effectivement, on parle du fer à cheval où les extrêmes, gauche et droite, se rejoignent effectivement. Il y a ce sentiment d'insécurité. C'est pas seulement un sentiment d'insécurité dans le monde, dans les différents pays. Quand on voit l'Union européenne, ce qui est très frappant, c'est la Suède. La Suède, c'était le pays social-démocrate par excellence. Les gens y vivaient paisiblement, ne fermaient pas les maisons, avaient un sentiment de sécurité. Et aujourd'hui, l'extrême droite est au pouvoir. Et parce qu'il y a eu des incidents avec l'immigration. Et aujourd'hui, c'est un problème auquel est confrontée l'Europe. Et c'est le problème le plus difficile à résoudre. Mais s'il n'est pas résolu, les sociétés deviendront de plus en plus polarisées. Et plus personne n'est à l'abri. Un jour, mon collègue allemand à Moscou avait vu la montée de l'AfD, l'extrême droite allemande, et puis de l'antisémitisme en Allemagne. Et il dit, et on pensait que nous, on était immunisés contre cela. Et on voit bien aujourd'hui que personne n'est immunisé. Il y a un véritable poison dans les sociétés, alimenté par les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, ça permet d'agrandir le monde, les connaissances, l'intelligence, mais ça permet aussi justement d'amalgamer, de propager des fausses informations, les fake news, bien sûr, le complotisme et tout. Et vous avez des gens qui ont peu d'éducation qui se retrouvent là-dessus. Et avec les algorithmes, ils sont visés directement. C'est ce qui s'est passé pour le Brexit, d'ailleurs. C'est que c'était Cambridge Analytica qui avait ciblé justement ces populations plus vulnérables à ça. Et c'est aussi la fin de l'expertise
quand le ministre de la Justice britannique, au moment de la campagne du Brexit, dit « on en a assez des experts et c'est bien notre problème, les experts », parce qu'à l'époque, même la BBC mettait face à des vrais experts, un ancien secrétaire général de l'OTAN, un prix Nobel, quelqu'un qui simplement était brexiteur, les deux étaient mis sur le même plan, et une forme d'horizontalité qui fait qu'on ne respecte plus les politiques, ce qui est grave, et du coup, ce ne seront plus les plus brillants qui seront attirés par la politique, d'autant plus que ça devient dangereux. Il n'y a plus de vérité. Encore une fois, le terme de vérité alternative a été employé par la première porte-parole de Trump. Je ne sais pas, vous vous souvenez, en disant qu'il n'y avait jamais eu d'inauguration avec autant de monde, et les images montraient le contraire. Elle a dit c'est des vérités alternatives. Et mais aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de vérités alternatives, enfin qui sont des mensonges, mais qui sont considérées comme une autre vérité. Je ne sais pas comment on sortira de cela, mais c'est le cas actuellement. Bonsoir, Madame l'ambassadeur. Alors, j'ai du mal à identifier d'où vient... Pardon. Permettez-moi de vous éloigner un petit peu de la géopolitique, particulièrement passionnante, intéressante. Et je voulais simplement savoir ce que va devenir le ministère des Affaires étrangères, dans la mesure où vous avez fait un parcours exceptionnel, avec un concours extrêmement difficile. Or, il se trouve que depuis le jour de Pâques, il y a le corps des conseillers des affaires étrangères qui a été supprimé. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que les concours de recrutement existeront toujours? Ou sinon, comment voyez-vous l'avenir du corps diplomatique français après cette décision qui a quand même surpris énormément de monde, j'imagine, au Quai d'Orsay? Oui, je ne connais pas un diplomate qui soit favorable à cette réforme, parce que c'est une aberration de supprimer un corps qui était un corps d'excellence, qui était reconnu comme tel par nos partenaires. Il y avait eu un jour une réunion de brainstorming au Foreign Office, qui est quand même un modèle, et ils avaient conclu que le meilleur service diplomatique au monde, c'était le Quai d'Orsay. Donc supprimer quelque chose qui fonctionne bien est une aberration totale et un très mauvais signal également. Et puis là aussi, le risque, c'est comme aux États-Unis, de ne pas attirer les meilleurs. Parce que comme le système américain est celui du système des dépouilles et qu'un nouveau président peut nommer son ami à tel ou tel poste, et surtout les grands donateurs, vous avez des ambassadeurs américains qui n'ont aucune compétence. Vous en avez d'autres qui en ont, mais moi j'en ai connu qui étaient totalement incompétents. Et du coup, les très bons, sachant qu'ils n'auront pas les grands postes, feront un autre métier. Et ça risque d'affaiblir également le Quai d'Orsay. Alors, comme il y a eu quand même beaucoup de critiques des députés, des sénateurs, il y a eu l'organisation des États généraux de la diplomatie pour essayer de donner satisfaction, en mettant surtout plus de personnel, parce qu'à chaque fois, on nous coupait les fonds, le personnel. Et on n'avait plus les moyens de fonctionner. Dans une grande ambassade, on les avait encore, mais dans les petites ou les plus petites, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si je peux prendre un pari qui est celui que peut-être un président suivant pourrait rétablir ce corps. Je ne peux pas, j'en sais rien, mais c'est une décision qui n'avait aucun sens. Bon, je crois que c'était un peu fondé sur, je ne vais pas dire une revanche personnelle, mais c'est vrai qu'il avait voulu nommer un auteur d'un livre qui était très flatteur sur lui comme consul général, je ne sais plus si c'était San Francisco ou Los Angeles, et que les syndicats du Quai d'Orsay ont saisi le Conseil d'État en considérant que ce n'était pas conforme, et je pense que ça l'a beaucoup irrité. Et il s'est dit, comme ça, je vais pouvoir choisir et nommer qui je veux. Mais si vous êtes... c'est un métier, la diplomatie. Et on l'apprend au fur et à mesure de ses postes. On est meilleur à chaque poste à cause de l'expérience acquise. Et si vous supprimez cette expérience en parachutant quelqu'un, il sera moins compétent et du coup, il aura moins d'influence dans le pays auprès duquel il est accrédité. Mais
bon, je pense, j'espère, comme tous les diplomates, que tout ça peut être quand même rectifié à l'avenir. Merci. À moi. Oui, Madame l'ambassadeur, après, je suis là. Oui. C'est bon. Oui, Madame l'ambassadeur, après la chute du mur de Berlin, la Russie a remplacé l'URSS au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que cette procédure est légale dans la mesure où je crois qu'il y a eu une déclaration manuscrite? Et je voudrais vous poser une deuxième question. Est-ce qu'il existe une procédure pour enlever un État du Conseil de sécurité qui a un droit de veto? Alors, sur la première question, ça a été légal parce que ça a été approuvé par les membres du Conseil de sécurité à l'époque. Alors, je sais que les Ukrainiens veulent le contester aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas possible. On a considéré que la Russie était quand même, dans la mesure où c'était la fédération dominante, qu'elle était État successeur de l'URSS. À l'époque, il n'y a pas eu d'opposition, y compris en interne dans les anciens pays de l'Union soviétique. On ne peut pas retirer ou même suspendre un pays membre permanent parce qu'il détient son pouvoir de la charte. Et pour changer la charte, il faut l'accord des permanents. Donc... Je suis là. Bonsoir, madame. Je vous remercie de la clarté de vos propos. C'est passionnant. Vous avez abordé l'Allemagne. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous pensez de son rôle actuellement depuis le départ d'Angela Merkel. Angela Merkel avait un poids incontestable, un poids moral, un poids politique en Europe et ailleurs dans le monde. Alors aujourd'hui, elle est très décriée parce qu'on lui reproche sa politique vis-à-vis de la Russie. Je pense que on révisera peut-être un jour sa position, mais en tout cas, l'Allemagne s'est considérablement affaiblie. Elle s'est affaiblie, aussi, c'est les conséquences d'une politique effectivement qui avait 3 piliers, qui étaient 1, la sécurité par l'OTAN, on verra avec Trump ce que ça va donner. 2, c'était le gaz russe. À partir du moment où ils sont obligés de s'en passer, ils rouvrent les centrales à charbon. Et puis 3, c'était le commerce avec la Chine, et en particulier dans le domaine automobile. Et quand on arrivait à l'aéroport de Pékin, il y avait une grande photo, et il y avait Das Auto. Et aujourd'hui, le premier exportateur de véhicules électriques, c'est la Chine. Donc, c'est très difficile actuellement pour l'Allemagne. C'est une coalition qui tire un peu à hue et à dia. Le chancelier Scholz n'est pas la personnalité la plus forte non plus. Et puis, je pense que la dégradation des relations franco-allemandes est un désastre pour l'Union européenne. D'ailleurs, au moment du Brexit, je pensais que, justement, en perdant ce triangle qui permettait à la France de se rapprocher du Royaume-Uni pour attirer les Allemands, a laissé un tête-à-tête extrêmement difficile entre la France et l'Allemagne. Et si on ne le résout pas, on ne résoudra pas la question européenne et le poids de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, je pense que l'Allemagne ne va pas bien. Nous prenons une dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. On n'a pas évoqué le changement climatique. Permettez-moi d'affirmer, comme l'aurait fait Geneviève Tabouy, attendez-vous que les changements climatiques bouleversent les relations internationales? Oui, bien sûr, c'est un sujet essentiel et évidemment pris en considération par les États, même s'ils ne font pas toujours tout ce qu'ils peuvent faire. Il y a eu la COP28 récemment avec quelques efforts, en particulier vis-à-vis des pays du Sud. Moi, je me souviens à un moment de présidence britannique du Conseil de sécurité où ils avaient voulu, je ne me souviens plus de l'année exacte, mais il y a longtemps maintenant, il y a une vingtaine d'années, où ils avaient voulu, ou une quinzaine d'années, je ne sais plus, organiser une séance ministérielle du Conseil de sécurité sur le changement climatique. Or, le rôle du Conseil de sécurité, c'est d'intervenir quand il y a une menace à la paix et la sécurité internationale.
Et la plupart des pays avaient dit non, il n'y a pas de menace à la paix et à la sécurité. Même la France n'avait pas eu une position très ouverte. Moi, à l'époque, j'étais favorable en tant que directrice des Nations Unies, Organisation internationale, parce que je parlais beaucoup avec mes collègues britanniques. La réunion a quand même eu lieu et en fait, ça a été la première page du New York Times le lendemain et ça a obligé les institutions compétentes des Nations Unies de se saisir du sujet parce qu'à l'époque, c'était les petits États insulaires qui étaient venus au plus haut niveau, président, Premier ministre et autres, pour alerter le monde sur la sécurité, enfin sur les risques effectivement du changement climatique. Et on parlait à l'époque des premiers réfugiés climatiques, et ça commence, effectivement, il y a des pays qui risquent de disparaître. Et puis, je pense que les effets du changement climatique ont des conséquences en Afrique et dans certains pays du monde. Donc c'est aussi une menace à la paix et à la sécurité. Et en même temps, c'est très, très, très difficile d'y remédier. Les États du Sud, on demande des fonds pour ça à juste titre. Les États du Nord sont un petit peu plus réticents. Donc, ça ne sera pas réglé demain. Mais au moins, il y a une véritable prise de conscience et la volonté de faire quelque chose. Merci. Merci. Merci à vous.